passe la parole à Adrien Gallet pour le traitement des lésions de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure chez le judoka. Je vous présente donc la prise en charge des lésions de la syndesmose tibio-fibulaire inférieure, notamment chez le judoka. Un topo que j'ai préparé en collaboration avec le docteur Renaud Guyus, qui est présent ici, médecin du sport, avec lequel je travaille beaucoup sur le sujet depuis maintenant 3 ans. Donc la syndesmose tibio-fibulaire inférieure est composée d'un système ligamentaire maintenant, la fibula au tibia, constitué du LTFI, ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, de la membrane interosseuse et du faisceau postérieur. Il faut aussi adjoindre le ligament deltoïde qui joue dans la stabilisation de la pince bimalléolaire. En termes d'épidémiologie, c'est quelque chose de fréquent car 5 à 15% des traumatismes de cheville intéressent la syndesmose. Sachant qu'il y a 5600 entorses de cheville par jour en Angleterre, cela veut dire qu'il y a 100 à 300 000 lésions tibio-fibulaires inférieures par an en Angleterre. Ce sont des lésions qui sont généralement mal diagnostiquées en aigu et non traitées spécifiquement, aboutissant souvent à des résultats peu satisfaisants fonctionnellement parlant et les patients sont adressés secondairement auprès du chirurgien orthopédiste. En ce qui concerne le judo, il y a une étude d'INSEP entre 2015 et 2018 qui a montré que c'était extrêmement fréquent chez le judoka puisque 47% des traumatismes de cheville entraînaient des lésions de la syndesmose, à savoir 30 lésions tibio-fibulaires sur 63 traumatismes de cheville au judo. Biomécaniquement parlant, les ligaments limitent plus la translation postérieure et la rotation externe de la fibula que sa translation latérale. Il ne s'agit donc pas tellement de ça, mais plutôt de ça, et donc pas d'un mécanisme d'abduction pour léser la syndesmose. Si on regarde biomécaniquement, on a en rotation neutre un faisceau antérieur légèrement distendu. Lorsqu'on a une rotation externe talienne et fibulaire, on a une mise en tension du faisceau antérieur avec une petite distension au niveau postérieur. Si on augmente cette rotation, cela emmène légèrement le tibia, puis amène à une rupture du faisceau antérieur donc de cette syndesmose, avec, si l'on poursuit le mécanisme lésionnel, une atteinte de la membrane interosseuse et une atteinte ensuite du faisceau postérieur avec délamination, arrachement osseux, ou voire fracture marginale postérieure. Il peut également y avoir des atteintes du LLI concomitantes. D'un point de vue du mécanisme lésionnel, il ne s'agit globalement jamais d'un mécanisme typique en inversion, mais plutôt toujours d'un mécanisme en charge associant éversion, rotation externe et flexion dorsale de cheville. Il faut donc bien interroger ces patients pour ne pas se passer à côté du mécanisme et faire attention notamment lorsqu'il n'est pas typique ou qu'il ne peut être explicité par le patient. Nous avons une vidéo ici qui montre une lésion de la syndesmose pile maintenant, au moment où il y a un contact au sol du pied qui est maintenu par le défenseur avec une lésion complète syndesmotique. Ça va très vite, ça n'a pas l'air très spectaculaire, mais il y a une atteinte syndesmotique complète lors de ce traumatisme. Cliniquement, donc c'est un tableau qui est moins spectaculaire qu'une entorse grave du plan latéral, avec souvent un petit craquement, un œdème diffus qui est un peu plus haut, un peu plus médian que sur une entorse externe, et la douleur est plus centrée, plus haute et ascendante dans la jambe. C'est différent des épisodes habituels d'entorse rencontrés. Et des tests cliniques sont plus ou moins sensibles et spécifiques, à savoir le squeeze test qui consiste à comprimer le tibia et la fibula en partant du genou vers la cheville pour rechercher une douleur provoquée au niveau de la membrane interosseuse et de la syndesmose. Il existe également un test de provocation où on amène la cheville brutalement en rotation externe et en flexion dorsale. Il faudra réaliser des examens complémentaires, une radiographie bilatérale et comparative avec un cliché à 20 degrés de rotation interne pour rechercher un diastasis osseux et des lésions osseuses associées. L'échographie est essentielle, à condition d'être réalisée par un opérateur compétent qui pourra tester de façon dynamique la syndesmose. Et l'IRM est aujourd'hui théoriquement le gold standard, mais paraît nettement moins bonne qu'une échographie bien réalisée.
Ces examens permettront de rechercher les lésions anatomiques ligamentaires, les lésions osseuses associées et de classifier le traumatisme en grade 1 si c'est une lésion partielle du faisceau antérieur, en grade 2 si la rupture est complète, étendue éventuellement à la membrane interosseuse ou au faisceau postérieur, et dans le grade 3 il existe un diastasis franc. La prise en charge en découlera. Dans les grades 1 on proposera un traitement fonctionnel. Dans les grades 3, une prise en charge chirurgicale. Et toute la question se pose dans les grades 2 qui constituent la majorité des lésions. En ce qui concerne le traitement du grade 2, il faudra rechercher une atteinte concomitante du ligament latéral interne. Dans le cas d'une atteinte complète, on est en général dans un stade 3. Donc la question se pose plutôt sur les grades 2 du LLI associé. La prise en charge va être dépendante des équipes médicales et chirurgicales et on ne sait pas tellement s'il y a une différence d'évolution clinique en fonction du degré d'atteinte des éléments stabilisateurs de cette syndesmose. Épidémiologiquement, on a vu qu'il y en avait jusqu'à 300 000 par an en Angleterre. Évidemment, elles ne sont pas opérées et globalement, elles vont bien, ce qui va plutôt dans le sens de ne pas traiter les grades 2 chirurgicalement, tout du moins à la phase aiguë, si le diagnostic est bien réalisé. Le traitement médical se déroule en 4 phases. La première il consiste à immobiliser le patient une fois que le diagnostic est réalisé, plutôt avec une résine inamovible pour favoriser une bonne observance. La botte peut également être utilisée, permettant de mobiliser en décharge la cheville, tout en limitant la rotation externe et la flexion dorsale. Ensuite, il faudra rééduquer, en insistant bien sur une rééducation qui va jouer sur les intrinsèques du pied, les fléchisseurs plantaires et les inverseurs. C'est donc l'inverse d'une rééducation d'une entorse latérale. Et il faudra surtout éviter, avant la 6e semaine, toute course à pied ou tout saut. Et souvent, la reprise vraiment du niveau sportif ne devra pas être faite avant la 12e semaine. Sinon, on évolue vers une atteinte syndesmotique douloureuse de façon chronique, difficile à prendre en charge. On pourra également, à la phase initiale, protéger la syndesmose en proposant des orthèses plantaires avec surélévation talonnière en y associant un élément supinateur. Donc, la chirurgie, il y a 2 catégories de prise en charge. En aigu, sur les lésions syndesmotiques évidentes, donc les grades 3. Les lésions syndesmotiques concomitantes d'une fracture bi- ou trimalléolaire, les fractures de Maisonneuve. Et le traitement consistera à réduire les fractures, à tester la syndesmose, à traiter un LLI associé. Et la deuxième catégorie de prise en charge surtout sera en subaigu, donc après plus de 6 semaines d'évolution, ou en chronique plus de 6 mois, pour des stades 2 qui seraient symptomatiques parce que mal diagnostiqués initialement ou mal pris en charge ou avec une mauvaise observance thérapeutique. En ce qui concerne les indications, donc le grade 2 est très discuté aujourd'hui. On va discuter de 3 études. La première en 2014 sur 16 athlètes de haut niveau présentant un stade 2 jugé instable. Petite distinction stade 2B qui est très discutable, qui a été traité dans la moitié des cas par une injection de PRP, traitement orthopédique, dans l'autre cas, même traitement sans injection de PRP. Et on voit un retour sportif à 41 jours dans le groupe avec injection versus 60 jours dans le groupe contrôle, avec une seule chirurgie dans ce groupe contrôle, soit une chirurgie sur 16 athlètes pour un stade 2 jugé instable à la phase aiguë. Ceci va donc bien dans le sens d'une prise en charge médicale. Les 2 autres études, l'une réalisée en 2015 et l'autre en 2019, proposent pour ces mêmes stades une prise en charge chirurgicale systématique avec une arthroscopie à la phase aiguë pour objectiver de façon péropératoire une instabilité syndesmotique qui, si elle était retrouvée, nécessiterait une stabilisation par endobouton. Alors, le problème, c'est que dans la première étude, sur 36 athlètes, ils reprennent à 65 jours, mais on ne sait pas si c'est l'entraînement ou les matchs, avec un delta de 27 à 104 jours, et elle montrait que le LLI péjorait la reprise d'environ 3 semaines. La deuxième étude, sur 110 footballeurs, retrouvait 75 grades 2, avec un retour à l'entraînement autour du 57e jour, et sur le terrain à 88 jours, ce qui est bien plus élevé que dans l'étude de 2014. Et bizarrement, 100% des malades qu'ils opèrent sont instables et sont stabilisés avec un endobouton. Donc ces données de la littérature ne sont pas du tout en faveur d'une prise en charge chirurgicale des stades 2. En ce qui concerne les modalités chirurgicales, la stabilisation est soit rigide par vissage simple ou double de diamètre 3, 5 ou 4, 5, tri- ou quadricortical, nécessitant souvent leur ablation autour de la 8e ou 10e semaine post-opératoire,
Mais aujourd'hui, on préfère une fixation plus dynamique avec un système de double orthobouton type tightrope, où il est préférable d'en mettre 2. Cette chirurgie sera plutôt arthroscopique aujourd'hui, mais peut-être également réalisée à ciel ouvert. Et aujourd'hui, une méta-analyse a été très récemment publiée sur 828 cas et 13 études randomisées, montrant une nette supériorité de la fixation dynamique versus la fixation rigide, avec des meilleurs résultats OMS et AOFAS, un risque moindre de complications, de mauvaise réduction et une meilleure mobilité en flexion plantaire à 1 an. Cette méta-analyse ne montrait pas de différence sur les différentes modalités de stabilisation rigide. Donc voici 2 radiographies. La première, on a une chirurgie qui a été réalisée avec un double vissage. Les vis sont cassées parce qu'elles n'ont pas été ôtées. Et à droite, on avait un grade 3 qui a été stabilisé par un seul endobouton. Personnellement, j'ai développé cette ligamentoplastie au droit interne dans certains cas d'échec de stabilisation de chirurgie primaire par soit vissage, soit endobouton. J'en ai pas mal discuté avec le docteur Guillu. L'idée, c'était d'avoir une fixation qui était plutôt dans 2 plans, avec une stabilisation qui a le même rôle que celle de l'endobouton. Alors j'ai tracé ça, c'est pas totalement dans cet axe-là, elle n'est pas très bien dessinée, mais avec surtout un retour antérieur et une nouvelle fixation tibiale qui permet de reconstruire le faisceau antérieur et de verrouiller la rotation externe de la fibula, et donc d'avoir un verrouillage en 2 plans. En conclusion, il faut faire le diagnostic précocement. Il faut une prise en charge médicale qui soit adaptée, réserver la chirurgie en aigu pour les stades 3 et après pour des stades 2 symptomatiques. La question peut se poser sur une atteinte grade 2 du LLI concomitante chez des sportifs de haut niveau. En cas de mauvais diagnostic, ça aboutit à un traitement classique d'entorse latérale de cheville avec une atellère caste, un renforcement des éverseurs, une mauvaise évolution qui aboutit à la chirurgie. Et pour finir, donc 2 exemples. Ce premier exemple, c'est une fracture bimalléolaire chez une patiente qui a 27 ans, opérée il y a 4 ans avec une mauvaise réduction syndesmotique et aujourd'hui un diastasis persistant, des douleurs importantes et une arthropathie tibiotalienne déjà avancée. Le deuxième cas, c'est le même cas de figure, sauf qu'on est à 15 ans d'évolution et il est programmé pour une arthrodèse de cheville. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions? Oui. Sur des diagnostics immédiats et immobilisés strictement en botte de marche, est-ce qu'on a une cicatrisation du LTFAI? Du LTFAI, c'est le but, oui. Parce que si on immobilise, on n'a pas de mobilisation. L'idée, c'est d'éviter la flexion dorsale qui a tendance à écarter la pince bimalléolaire et donc mobiliser le ligament qui ne cicatrisera donc pas ou qui va faire une cicatrisation hypertrophique responsable d'un conflit antérolatéral. Donc oui, le but, c'est de guider la cicatrisation. Comme tous les ligaments, l'immobilisation autour de 3 semaines paraît être la plus logique pour avoir une bonne cicatrisation ligamentaire et à partir de là, commencer à mobiliser pour éviter d'avoir justement les problèmes de fibrose et de douleur. Donc voilà, il faut immobiliser mais pas trop longtemps. 3 semaines, ça paraît être bien. Et si on fait un contrôle à 5 semaines chez quelqu'un qui a respecté strictement l'immobilisation, la botte, etc., qui a été diagnostiqué tout de suite et qu'on n'a pas de cicatrisation en cours du ligament, ça va être difficile à objectiver. À l'IRM, à l'IRM, je pense que ce n'est pas un bon examen. De toute façon, à 5 semaines, vous ne verrez pas de cicatrisation à l'IRM. Ça va toujours flasher. D'accord. Donc on le fait reprendre à la clinique. Je pense qu'il n'y a pas d'examen complémentaire à faire pour s'assurer dans un premier temps. Il faut avoir diagnostic précoce, bonne prise en charge, le patient il va aller bien. Il faut bien suivre les cris. Et après on suit la clinique et on fait en fonction. Exactement. D'accord. Il ne faut surtout pas qu'il reprenne trop tôt, il ne faut surtout pas qu'il court trop vite et qu'il saute trop vite. Ouais. Voilà. 10 semaines, ça paraît bien. Est-ce que la mise en botte avec la qualité de la botte te dispense de le mettre sans appui ou tu mets la botte et sans appui? Puisque l'appui va... Je pense qu'on peut leur laisser l'appui, ça se discute. C'est vrai que ça se discute, mais c'est pour ça que la résine, c'est pas mal. Parce que comme ça, les questions ne se posent pas, ils ne la retirent pas et on est sûr que c'est... Mais tu leur laisses l'appui. Parce que la résine, tu peux considérer que l'appui va être transmettre à la Sarmiento. Tu n'as pas d'écartement de mortaise si tu les mets en appui. Si le plâtre est bien moulé, c'est mieux qu'une botte de marche, effectivement. Et puis, juste une question. Tu crois vraiment qu'il y a besoin d'une arthroscopie pour parler d'instabilité? Surtout pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les études récentes. On est d'accord. Parce que sinon, je fais des arthroscopies, il y a énormément de monde pour rien. Et puis dans leurs études, ils font les arthroscopies, ils mettent un endobouton systématiquement. Et puis en plus, les délais de reprise sont plus longs. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, je crois que... Enfin, ils ont fait des publications pour montrer ce qu'ils voulaient montrer. Et voilà, enfin... Parfait. Autre question? Bon, merci Adrien. Merci. Suivant.